Ok. Bon, ben, on va démarrer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce slot autour de systemd. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Jean-Eudes Quignou. Je suis consultant à Xebia. J'ai à peu près 7 ans d'expérience en Java et ça fait 3 ans que je suis à Xebia. Et donc, mes centres d'intérêt principaux, ou un de mes centres d'intérêt principaux en tout cas, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de DevOps. Donc, que ce soit les outils d'infra as code, les outils de monitoring, l'écosystème Docker, les outils de provisioning de ressources. Et du coup, par le biais, tout ce qui permet également de lancer ces services, et donc systemd. Pendant cette séance, je me suis prévu 2 objectifs principaux. Un, vous initier un peu de culture autour de tout ce qui est l'écosystème Unix et systemd, parce que c'est un outil que nous, en tant que développeurs, on n'a pas forcément souvent l'occasion de regarder, d'étudier. Et le deuxième derrière, c'est que systemd, c'est un outil qui va arriver dans la plupart de nos distributions, que vous aurez bientôt en prod. Et du coup, derrière, vous apprendre à utiliser cet outil. Ça vous permettra de vous apprendre aussi à mieux communiquer avec nos amis les Ops. Et du coup, derrière, de vraiment, pas forcément faire du DevOps full text, mais d'avoir une base de communication avec un outil commun. Juste pour faire un petit sondage dans la salle, qui est plutôt Dev? Normalement, beaucoup de monde. Qui est plutôt Ops? D'accord. Donc, vous me corrigez si je dis n'importe quoi. Vous avez le droit. Donc, le calendrier de cette séance, je l'ai divisé en 4 temps absolument pas équitablement répartis. Donc, le premier, ça sera d'introduire un peu ce qu'est un système d'init. Ensuite, on va voir qu'il existe déjà un système d'init que j'appelle moi systemv, que certains prononcent system5, et qui existe depuis pas mal de temps dans le monde Linux, et qui, pour beaucoup de personnes, marche encore très bien. Systemd est arrivé et a apporté une réponse, et on verra un petit peu pourquoi systemd est arrivé et quelles sont les problématiques auxquelles il a essayé de répondre derrière. On rentrera absolument pas dans le débat pour ou contre systemd, c'est pas du tout l'objet de la conférence. Donc, si vous êtes venu là pour entendre troller, je suis désolé, c'est pas forcément le bon endroit. Après, si vous voulez. Après, on parlera un petit peu donc de systemd en termes d'architecture, comment c'est conçu, comment ça marche, quelles sont les différences principales par rapport à systemv. Et enfin, on verra le système de, entre guillemets, script de systemd, puisque avant, pour lancer un script, on faisait vraiment un vrai script avec systemv. Systemd a un peu un système plus déclaratif et qui permet vraiment d'avoir, entre guillemets, un langage compréhensible. Et en corrigeant, pour le coup, ce que je trouve était une vraie faille des anciens systèmes d'init, c'est qu'il n'y avait vraiment aucune manière de démarrer proprement et simplement un service, à part faire un copier-coller d'un ancien script, de modifier 3 valeurs et de le relancer derrière. Donc, on a dit qu'on ne trollait pas, s'il vous plaît, à la fin. Donc, Claire, pré-systemd, donc ce que j'ai introduit, R pré-systemd, c'est grosso modo systemv. Je vais très peu parler des systèmes d'init concurrents, parce que sinon, ce serait une conférence de 3 heures, en fait, et on n'a pas forcément de temps pour ça. Donc là, dans ce schéma, je rappelle de manière très sommaire comment démarre un ordinateur. Donc on a le BIOS, grosso modo, qui va lancer le bootloader, donc Grub ou Lilo, qui va lancer le kernel in-memory, le kernel va monter son file system, donc la partition slash, etc. Et derrière, il va faire une chose qui va nous intéresser particulièrement, il va lancer le process d'init. Donc historiquement, c'était sbin/init, process d'init, donc qui était géré par sysvinit. Et derrière, si on regarde bien la suite du schéma, systemv va lire le fichier init-tab. Dans le fichier init-tab, va découvrir ce qu'on va appeler un run level. Donc il y aura 2 choix de run level principaux, c'est 3 pour des modes serveur et 5 pour des modes environnement de bureau avec serveur X, donc mode graphique. Et ce qu'il va faire, du coup, c'est prendre des scripts par ordre, de 0 à 3 ou de 0 à 5, et les charger. Donc, grosso modo, ça revient, je prends mon répertoire rc.0, je lis mes scripts, je les démarre. Pareil pour rc.1, etc. Je simplifie volontairement un petit peu, mais c'est pour le bien de la presse. Donc, la responsabilité, du coup, du système d'init tel que l'entend systemv, elle est assez réduite. Ça revient à initialiser l'ensemble des processus qui sont dans ces répertoires-là. Et derrière, quand nous, par la suite, on va rajouter nos propres processus, en fait, on va demander également au système d'init de gérer le cycle de vie de ces processus. Ce qu'on entend par cycle de vie des processus, c'est qu'il y a un truc qui est très peu courant dans le monde Java, mais beaucoup plus courant dans le monde du C, c'est que des processus, pour la question de forker, de se multiplier comme ça, et ce qui est pas compliqué à faire, mais qui est souvent une source de bug, c'est la gestion des processus zombies par derrière. Si un processus devient un processus zombie, c'est-à-dire que son processus parent l'a mal arrêté, ça incombe à la responsabilité du système d'init d'éteindre proprement ce processus-là. C'est sa deuxième responsabilité principale. Et troisième responsabilité qui est probablement la plus importante pour un système d'init, c'est de rester en vie. Si votre système d'init, pour une raison ou une autre, clash, la seule manière que le kernel a de réagir, c'est de faire un kernel panique. Et quand vous êtes dans cet état-là, généralement, c'est pas très bon.
Donc système V, on a vu rapidement comment ça marchait. Donc il lit le fichier init.tab, donc il y a un fichier très sommaire en général de conf. Il récupère le niveau de level choisi et il charge les différents niveaux. Là, je vous ai montré, alors j'ai essayé de vous montrer un script complet d'initialisation fait avec système V. J'ai pas réussi à le faire tenir sur un écran. Donc j'ai extrait la partie entre guillemets la plus intéressante. Donc déjà, quand on regarde ce script, on se rend compte que la première ligne, il y a un truc qui est assez, enfin pas choquant, mais qui est assez particulier, c'est qu'on va charger une librairie. Cette librairie, elle n'est ni présente dans le kernel, ni présente dans la distribution Linux en cours. Donc, excusez-moi, ni présente dans le système Linux, elle est présente dans la distribution Linux. Et du coup, le souci qu'on voit tout de suite, c'est que ce script-là ne sera pas compatible en fonction des différentes librairies qu'on va avoir, des différentes distributions qu'on va avoir. Donc typiquement, celui-là a été écrit pour Debian, il ne marchera pas forcément pour une version de SUSE ou de Red Hat ou de CentOS ou autre. La deuxième chose qu'on remarque extrêmement facilement, c'est qu'il y a un truc dans le script qui nous intéresse, je vais vous montrer, c'est la partie démarrage. Donc grosso modo, c'est la commande exec. Donc avec les startup.sh. Tout le reste, quasiment, il y a 2-3 configs pour gérer la gestion du PID, mais tout le reste est quasiment identique. Et du tout, quand on va réécrire un deuxième script, grosso modo, on va copier-coller le précédent ou copier-coller le skeleton qui va être présent dans notre ETC init.d. On va changer les 3-4 valeurs qui sont bien. Et derrière, on aura créé notre nouveau script. On voit qu'on a une énorme, pour nous qui sommes développeurs Java principalement, duplication de code. Et ça, c'est très très mal. Donc je vais juste rappeler rapidement, de manière très sommaire, comment est-ce qu'on démarrait un processus. Donc là, je montre la manière artisanale. Sur la plupart des distribs, entre guillemets, il y a un utilitaire qui s'appelle service pour les démarrer, qu'on pourra utiliser également. Donc l'arrêt du processus, c'est de la même manière. Alors arrêter un processus, ça peut avoir l'air simple, c'est assez complexe, parce que ça veut dire arrêter le processus par an et être capable également d'arrêter l'ensemble de ses enfants. C'est pas forcément quelque chose qui est trivial. Quand on prend un processus comme Apache, par exemple, qui va s'amuser à lancer, alors en mode ancienne génération, des scripts CGI un peu dans tous les sens. Arrêter derrière les scripts CGI lancés par Apache, comme ils ne vont plus être attachés au processus parent, c'est assez compliqué. Donc du coup, si Apache le fait bien, ça marche pas trop mal. Mais si on kill nous-mêmes à la main, ça va très mal se passer. Et en général, Apache ne le fait pas très très bien, donc on va avoir des processus qui vont traîner au niveau du PID. Connaître le statut d'un processus, c'est pareil. Alors, ça, c'est la commande entre guillemets que tout le monde fait. Si on a implémenté proprement dans notre script, on a également de la commande statut. Mais on voit que dans tous les cas, on n'a pas une manière, entre guillemets, très homogène d'accéder aux fonctions basiques de gestion des processus. C'est un peu vraiment, chacun fait comme il veut. On a une seconde problématique avec Système V dont je n'ai pas trop parlé, mais par défaut, il ne va pas gérer de manière simple les dépendances entre services. Donc ce qu'on fait historiquement, c'est qu'on a un système de nommage dans les scripts, avec un système de numéros pour dire le numéro de script qui a commencé par S2, par exemple Apache, va démarrer après le script qui va s'appeler S1 MySQL, parce que Apache a besoin de MySQL. Mais on voit que c'est une résolution vraiment des dépendances qui est complètement à la main, et qui est vraiment, entre guillemets, qui n'est pas maintenable, parce que si on a besoin un jour ou un autre d'insérer une dépendance entre 1 et 2, bah on renomme tous nos scripts en 10 et 20, et puis on met un 15 au milieu. C'est pas extrêmement, on va dire, évident à faire évoluer par la suite. La deuxième problématique avec Système V, c'est la gestion des démons, parce que comme je vous l'ai montré, en fait, elle n'est pas inclue directement dans le système d'init, elle est fournie par la distribution. Ce que j'entends par démon, c'est que quand vous allez lancer un processus dans votre bash, vous n'avez pas envie que quand vous éteignez votre bash, le processus ou votre service s'éteigne en fait. Vous avez envie que par derrière, il soit rattaché au système d'init, donc au PID1. Alors il y a certains processus comme Apache qui l'ont implémenté directement dans leur service et il n'y aura pas de souci. Si vous le faites vous-même, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus subtil à faire et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de répéter sur chacun de ces bouts de code. Et on peut dire que c'est un peu manquant. La troisième, c'est la gestion des processus zombies. Moi, j'aimerais bien que quand je tue mon process, ça tue l'ensemble des processus qui sont nés avec ce process-là. De vraiment complètement cleaner, entre guillemets, après mon arrêt, l'ensemble des process que j'ai lancés. Et le quatrième exemple qu'on a bien vu, c'est la duplication du code. Parce que si je crée deux scripts, j'ai 80% de mes lignes de code qui sont quasiment identiques. Et clairement, on voit bien qu'il y a quelque chose à améliorer de ce point de vue-là. Alors juste deux mots pour dire qu'il existe des alternatives à Système V. J'en ai cité deux, donc Upstart qui est entre guillemets on va dire mort-né. Donc c'était le système d'init qui était promu par Ubuntu, mais récemment Debian a choisi d'utiliser Système D comme système d'init par défaut, et du coup par la suite Ubuntu a choisi de faire le même choix parce que Ubuntu est un dérivé de Debian, et du coup il sera je pense bientôt par la suite plus utilisé. Et OpenRC qui est probablement
beaucoup moins connu, qui est le système d'init par défaut de Gentoo, et qui est basé sur système V, et en plus rajoute on va dire, une gestion propre des services et des démons. Alors la philosophie systemd, donc juste quelques mots pour décrire systemd. C'est un projet qui a démarré en 2010. C'est un projet qui est écrit en C, et c'est un projet qui est maintenu par Lennart Pöttring, que normalement dans la communauté Java on connaît très peu, mais qui est beaucoup connu dans la communauté entre guillemets des ops, et qui est entre guillemets un vrai personnage et qui fait vraiment polémique de par ses interventions. C'est lui notamment qui avait créé Pulse Audio, pour ceux qui connaissent. Et juste pour dire, on a la version de systemd actuellement, c'est la version 219, donc c'est un projet qui évolue assez vite et qui grandit en permanence. Donc là, pour montrer l'adoption de systemd. Donc Lennart est un employé d'une société qui s'appelle Red Hat. Donc comme attendu, Red Hat supportera, je crois, supporte déjà avec la version 7 systemd, CentOS aussi, Fedora également, Arch Linux. Alors ça, c'est ma distrib de cœur, donc elle est là. C'est une des premières distribs à avoir utilisé systemd en systemd init. Ça a aussi fait polémique à l'époque. Et donc Debian, Ubuntu, qui sont deux distribs très connus qu'ils ont adoptés il n'y a pas si longtemps que ça. Juste pour anecdote, l'adoption de Debian avait tellement fait polémique que certains mainteneurs de Debian avaient décidé de forquer Debian en Devuan pour maintenir, entre guillemets, systemv qu'ils trouvaient à leurs yeux plus pertinent. Alors juste pour remontrer rapidement le démarrage avec systemd. Donc la première phase c'est quasiment identique, ça ne change rien du tout. La différence principale, c'est qu'au lieu d'avoir un système de run level qu'on va incrémenter, qui va nous servir à déterminer ce qu'on démarre, on va avoir un système de lien, donc on a un fichier qui s'appelle default.target, qui va pointer en fait vers le level qu'on souhaite démarrer. Donc ce qu'on appelle level en systemv s'appelle maintenant target en systemd, et target, donc ça comprend, c'est un ensemble de process en fait qu'on regroupe entre eux. Donc du coup, ça permet, c'est une première chose qu'on voit, c'est ça permet de démarrer automatiquement l'ensemble des levels, non pas en se basant sur des numéros 0, 1, 2, 3, 4, mais en se basant sur un système de dépendance. Dans la target entre guillemets multi-user, on va donner une dépendance à la target basique qui elle-même va dépendre de la target sysinit. On voit juste pour anecdote qu'il y a une target qui s'appelle rescue.target, et si votre système entre guillemets n'arrive pas à démarrer, ça ouvre une sorte de bash. Il y avait le même système également sur systemv qui, pareil, s'il n'arrivait pas à démarrer, se backupait avec un bash pour permettre de prendre la main. Alors ça, c'est pas un des objectifs principaux de systemd, améliorer la vitesse de démarrage, mais c'est quelque chose qui a été une conséquence de leur travail en fait. Une des réflexions initiales de systemd, c'était est-ce qu'on a besoin vraiment de démarrer linéairement tous nos services un par un? La réponse, bien évidemment, c'est non. On est capable de démarrer des choses en parallèle, on a des machines multiprocesseurs, et tous nos services n'ont pas des dépendances linéaires les uns avec les autres. La deuxième conclusion qui a amené au travail préparatoire de systemd, c'est qu'on n'a forcément pas toujours besoin de démarrer tous les services. Quand vous êtes dans un environnement graphique, vous n'avez pas forcément besoin en permanence de démarrer le service d'impression que vous allez utiliser une fois tous les 3 ou 4 jours en fait. Du coup, il n'y a aucune raison de démarrer dès le démarrage de la machine. Là, je vous ai mis rapidement un graphe de dépendance que j'ai trouvé sur Internet pour vous juste montrer que si on veut démarrer le service X, qu'on est obligé d'attendre que H1, H2 et H3 soient démarrés, qui eux-mêmes sont obligés d'attendre que G1 et G2 soient démarrés, qui lui-même attend que F soit démarré, on voit tout de suite qu'en les démarrant de manière linéaire, on peut les démarrer qu'un par un, donc on a F, puis G1, puis G2, puis H1, puis H2, puis H3, plus X, or qu'on voit très facilement que les groupes F et G et H, excusez-moi, sont facilement démarrables en parallèle. Et que rien qu'avec ce système-là, on passe de 7 items à démarrer, entre guillemets, en même temps. On n'a plus que 4 démarrages simultanés, entre guillemets, donc quelque part, on gagne du temps. Par contre, est-ce que déclarer en fait, des dépendances comme ça explicites entre les services, est-ce que c'est forcément une très bonne idée? La réponse à première vue, ça pourrait être oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin à chaque fois d'une dépendance vers un service? Est-ce que par exemple, si vous avez un Tomcat, un MySQL, est-ce que Tomcat a forcément besoin que le MySQL soit démarré ou pas? Généralement, quand on pose ce genre de questions, c'est que rhétoriquement, ça veut dire non. Et du coup, en fait, ce que promeut, entre guillemets, Lennart via systemd, c'est de ne pas dépendre directement du service, mais de dépendre de la socket qui est utilisée par le service. Donc l'idée derrière, c'est que si vous balancez, par exemple, une requête
de Tomcat vers MySQL. Le fait que MySQL soit up n'est pas forcément hyper important. Par contre, le fait que la socket soit up est lui extrêmement important. Si MySQL démarre 10 millisecondes après, dans la socket, on va avoir la requête en attente, il va la dépiler et renvoyer la réponse. Donc en faisant ce système-là, ce qu'on voit assez facilement, c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir un système compliqué de dépendance entre les services à mettre en place, mais on a juste besoin de démarrer l'ensemble des sockets de nos services, donc que ce soit des sockets de type je suis exposé sur l'extérieur, donc TCP, IP, INET, ou que ce soit des sockets plus fichiers. Mais du coup, on peut juste démarrer d'abord tous les sockets d'un coup, et ensuite quasiment démarrer tous les services d'un coup. Ça permet d'optimiser encore le temps, et accessoirement, quand on est développeur Java, ça nous fait penser à un couplage lâche ou faible entre les services, c'est-à-dire qu'on n'a plus de dépendance directement entre deux services, on a une dépendance entre un service et sa plus petite interface connue, donc qui est la socket. C'est une assez bonne, à mon sens, idée, et l'ensemble des scripts qu'on retrouve dans les scripts classiques maintenant sont basés de cette sorte-là. Il y en a une première version pour juste lancer la socket, et une deuxième version derrière qui permet de réutiliser cette socket et de lancer le service associé. Donc la deuxième problématique dont on avait parlé également tout à l'heure, c'était comment éteindre un service. Le souci qu'on avait, c'est qu'en éteignant le service, on voulait être sûr d'éteindre l'ensemble de tous les fils de ce service-là, ou du moins de tous les process qui étaient nés de ce service-là. La solution, en fait, on l'a sur Linux depuis un certain temps. Elle s'appelle les control groups. Donc c'est une contribution principalement de Google au kernel Linux, qui date, je crois, de 2007. Les control groups, on entend beaucoup parler depuis l'arrivée de Docker, parce que c'est le système qui, à la base, permet de contrôler l'usage des ressources utilisées. Donc ça veut dire qu'en mettant, vous pouvez affecter, entre guillemets, à votre control group un ensemble de priorités par rapport au CPU, un ensemble de ressources mémoire, un ensemble de priorités réseau, et derrière, vous avez une garantie que les process à l'intérieur de ce control group-là ne vont pas déborder et ne vont pas être, entre guillemets, impacter d'autres process sur la même machine. Leurs ressources sont limitées et contrôlées. La solution, nous, qui va encore plus nous intéresser, c'est le principe de pouvoir regrouper ou taguer des processus. Un control group, en fait, connaît forcément, de par la définition même de son principe, l'ensemble des processus qui sont nés d'un process qui est dans son control group, parce que par défaut, il hérite du control group parent, en fait, dans lequel il est. Donc, en fait, grosso modo, éteindre un service, ça revient juste à récupérer l'ensemble des PID qui sont dans ce control group-là, en simplifiant un peu, et de faire un kill dessus. Et avec ça, vous avez la garantie de ne plus avoir de process zombie qui traîne une fois que votre service s'est éteint. Et la troisième utilité des control groups, on va passer rapidement dessus, mais ça sert à comptabiliser les ressources utilisées. Donc grosso modo, avec ça, vous pouvez suivre comment les utilisateurs utilisent les ressources, vous pouvez avoir des métriques en termes de CPU, mémoire utilisée, etc. et faire des comptages. Alors, on a vu un peu pour gestion des services. Un des gros apports pour moi de systemd qui vraiment fait la différence, même si ça fait encore polémique, c'est la gestion des logs. Avant, dans systemd, pour gérer les logs, on avait un outil qui s'appelle syslog, donc qui écrivait grosso modo en mode texte dans des fichiers les logs. Ça marche très très bien. C'est un truc qu'on sait utiliser, on sait le piper avec des greps, on sait faire des hooks dessus pour avoir des résultats alternatifs. Mais quelque part, la complexité, c'est que justement, on est obligé d'amener un ensemble d'outils au-dessus pour les exploiter proprement. Si par exemple, vous voulez chercher le service, le démarrage du service SSH dans votre fichier log, vous allez faire un cat de votre fichier log, pipe grep message, pipe je te formate comme j'ai envie, etc., etc. systemd arrive avec un nouveau outil qui s'appelle, un nouveau service qui s'appelle journald, donc un nouveau outil qui s'appelle journal control que je détaillerai beaucoup plus par la suite, qui permet de facilement récupérer des logs. Donc la première grosse différence entre journald et syslog, c'est que journald est un format binaire en fait. Donc ça veut dire que vous avez forcément besoin d'un outil au-dessus pour regarder les logs. Donc quelque part ça veut dire que l'ensemble de vos utilitaires que vous utilisez avant pour regarder les logs, il faut les oublier. Mais en contrepartie, maintenant vous pouvez faire des recherches beaucoup plus poussées en par exemple requêtant les logs par service, requêtant les logs avec une date particulière ou un range de dates particulier. Si par exemple avant vous voulez regarder un log entre deux dates, vous êtes obligé de concaténer les trois fichiers de log et de faire des greffes dessus. Là vous avez vraiment une interface unifiée pour consulter vos logs de manière assez simple. Et bien sûr ça gère automatiquement. Alors nous en développement Java on connaît logback, mais tout ce qui est zip de log, rotation des logs, taille maximum de log, etc. Alors la philosophie de systemd, en Linux, on a tendance à dire que tout est fichier, et c'est presque vrai. En systemd, on pourra dire que tout est unit. Si vous créez un service en systemd, c'est une unit.
Si vous montez un système de fichiers en système D, donc avant on était habitué à l'historique fstable, ça marche toujours, mais vous pouvez également le faire sous forme d'une unit. Créer une socket, j'en ai parlé un petit peu, c'est également une unit. Créer un cron, système D a réimplémenté son propre système de cron, donc ça devient également une unit. Donc je vous ai beaucoup parlé, entre guillemets, des services que proposait système D. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a des outils pour contrôler ces services. L'outil principal pour gérer les services sous système D, c'est System Control. Si vous lancez System Control comme ça, par défaut, il va vous afficher l'ensemble des unités qui sont actives. Ce qu'on entend par unité, donc c'est ce que j'avais résumé tout à l'heure, c'est à la fois des crons, à la fois des services, à la fois des systèmes de fichiers montés. Avec ça, vous avez une vue d'ensemble. On va dire qu'on pourra même peut-être avoir une vue un peu trop large, et du coup, il est assez facile de la réduire, avec par exemple cette commande-là qui vous permet juste d'afficher l'ensemble des services actifs sur votre distribution. Ça peut sembler anodin, mais avant, les solutions qu'on avait pour lister les services, c'était à coup de PSAUX. Et du coup, forcément, on avait du mal à voir les dépendances entre services. Il y a PS3 qui pouvait nous aider, mais si les services forqués, ce n'était pas forcément très lisible. Là, on a vraiment une interface unifiée pour voir l'ensemble de nos services up et l'ensemble de nos services down avec l'attribut -all. Cette commande, bien sûr, on peut la piper toujours avec des grep, par exemple, si on a besoin de chercher des services qui sont mal démarrés, etc., etc. Alors, System Control, ça apporte également une gestion complètement unifiée pour les unités. Là, je vous ai mis les 4 commandes de base, donc Start, Stop, Restart, Reload. Reload, ça va juste impliquer quand même que votre service que vous créez soit capable de reloader sa conf sans éteindre de service. Ça, c'est pas automatique, mais bon, c'est assez évident à voir. Donc pareil, pour activer ou désactiver une unité au démarrage, donc Enable, Disable. Donc ça reste assez basique. On a plus ou moins l'équivalent avec chkconfig, mais ça reste, pour moi, de manière plus unifiée et plus simple. Et on a ce qu'on appelle masquer une unité. J'ai pas réussi à le traduire en français, mais quand vous masquez une unité, en fait, l'unité ne sera plus lancée en service et vous ne pourrez plus faire un start dessus, en fait, vous ne pourrez plus lancer derrière. Elle sera présente, ce fichier existera, mais elle sera impossible de la lancer. Et donc si vous pouvez la masquer, vous pouvez l'unmasquer derrière. Ça peut vous servir s'il y a des scripts que vous ne voulez plus utiliser, mais que vous voulez quand même garder, ou pour n'importe quelle autre raison. Le second outil que j'aimerais vous présenter autour de systemd, c'est Journal Control. C'est vraiment lui qui va vous permettre de lire les logs. Et lire les logs, en fait, que l'on soit dev ou prod, on a forcément à un moment ou à un autre besoin de voir ce qui se passe, de comprendre pourquoi ça a bugué, de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc typiquement, loguer pour afficher les logs d'un service donné, donc Journal Control -USSHD. Si vous essayez de faire l'équivalent avec syslog, vous remarquerez que derrière, c'était concaténer les ensembles de fichiers de messages, faire un grep dessus sur SSHD et espérer qu'il n'y ait personne dans son message qui soit amusé à écrire un SSHD quelque part, sinon vous aviez des lignes en trop et il fallait encore filtrer avec à la rigueur un cell ou autre. Et derrière, en fait, on a un ensemble de métadatas qui vont être, pas forcément indexés, mais qui vont être présentes pour faire des recherches évoluées. On pourrait quasiment comparer Journal D à une petite base de données quelque part. Donc les PID, recherche de l'appui à dernière heure, etc., etc. Donc c'est pareil, on peut mettre des ranges d'heures avec le mot-clé until. Donc on a vraiment des critères assez variés. On peut mettre en fonction des utilisateurs, des groupes. C'est vraiment extrêmement varié. La deuxième petite feature qu'on va voir, c'est le format d'export. Donc par défaut, en fait, il va vous ouvrir une fenêtre CSS que vous pourrez parcourir. Mais ce qui est encore mieux, et pour ceux qui aiment la stack Logstash, Kibana, Elasticsearch, vous pouvez générer un format JSON et l'envoyer directement dans Elasticsearch. Derrière, vous y branchez un Kibana et vous voyez automatiquement l'ensemble de vos logs affichés dynamiquement avec les beaux graphes qui vont et tout. Vous pouvez filtrer si vous avez envie. C'est assez sympa d'utilisation. Et là, on va rentrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse plus, c'est les scripts du systemd. Je n'ai pas remis de guillemets, mais ça le mériterait vraiment. Juste pour le plaisir, je vous remontre l'ancienne version avec sysvinit, systemv. Donc on revoit que c'est toujours le même code dupliqué. Ouais, c'est pas très joli. Bref, on va faire une version plus simple. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris une application Node et je me suis dit, je vais mettre mon application Node en prod, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Donc ça, c'est le fichier de, entre guillemets, description minimum pour créer un service et lancer un service. Donc on voit qu'on a une metadata unit, description. Donc description, c'est assez important, c'est ce qui va apparaître dans les logs comme étant le nom du service. Donc essayez de mettre un truc explicite, pas forcément comme là, quoi. Et derrière, on aura une commande execstart
qui va juste nous donner quelle est la commande à lancer pour lancer mon service. Si avec ça, je fais un système control start mon appli ou mon appli.service, par défaut, si vous mettez juste mon appli, en fait, il va considérer que c'est un service et ça va marcher également. Il va me lancer automatiquement mon service en démon. C'est-à-dire qu'il va le forker pour moi, qu'il va enregistrer son PI quelque part et qu'il va pouvoir le manager derrière. Après, la deuxième chose que j'ai forcément envie de faire, c'est que quand je redémarre ma machine, j'aimerais bien pouvoir relancer automatiquement le service avec. Donc avant, historiquement, je n'ai pas montré dans l'exemple parce que je n'avais pas la place de tout mettre, mais on avait des commentaires en fait, qui traînaient dans le script d'init où on disait à quel target on voulait le rattacher. Là, aujourd'hui, on rajoute juste metadata install, un wanted by pour dire dans quel groupe il va être lancé, donc ici multi-user.target. Et automatiquement, si j'active mon appli, en fait, au redémarrage, elle redémarrera automatiquement. Alors, tous ceux qui ont fait des applications Node un jour savent que Node, ça a une particularité, c'est que quand... Ouais, non, mais c'est ça. Quand une application crash et que vous ne gérez pas forcément bien les exceptions à l'aide des domaines, elle s'éteint. Il y a tout un ensemble d'outils qui ont été inventés, entre guillemets, pour s'arranger pour que ça redémarre tout seul. Systemd, en fait, prendra ça en charge pour vous. Vous avez une metadata qui s'appelle restart, qui va permettre automatiquement, en fait, si vous la placez l'attribut always, dès qu'il va voir que le service a planté, de le redémarrer. Comme c'est lui qui gère le cycle du service, c'est assez facile, c'est vraiment trivial pour voir s'il a planté ou pas, et du coup de redémarrer. Donc la metadata restart prend quelques options. Donc par défaut, c'est la valeur no. Always, donc c'est quelle que soit la raison pour laquelle elle s'est arrêtée, je la redémarre. Unsuccess, j'ai pas très bien saisi le use case, mais si le service s'est démarré correctement, je le redémarre. Non mais il y a sûrement un use case, il faut juste le trouver. Unabort normal, etc., etc. Donc on a également une option qu'on peut rajouter pour savoir au bout de combien de secondes relancer le service. Donc par défaut, la valeur est à 100 millisecondes. Si vous voulez que ça redémarre automatiquement, vous mettez 0. Si vous voulez attendre 10 secondes, vous mettez restart sec, etc., etc. Un des autres trucs juste que j'ai oublié de rajouter, que je vais rajouter, c'est que comme journald et systemd et system control parlent ensemble, l'ensemble des actions que vous faites sur vos scripts en fait, sont loguées automatiquement dans le journal. Il n'y a rien à rajouter dans le script, c'est fait en standard. Donc là, juste en redémarrant, j'aurais pu montrer les logs, mais on verra deux lignes s'afficher dans le journal en disant j'ai démarré correctement mon service. Donc là, ceux qui ont fait un peu d'express doivent reconnaître une variable d'environnement qui s'appelle node-env. Et quand on a envie de démarrer donc, un service Node avec le framework Express en mode production, on rajoute cette variable d'environnement. Donc ce qu'on voit également, c'est que c'est assez facile à faire. Alors là, vous allez pouvoir me dire, oui, mais avant, on faisait un export, ça revenait au même. C'est pas faux. Mais du coup, on a une variable en plus qui s'appelle environment file, qui, elle, permet quasiment de passer en fait, un fichier de clé valeur en propriété, de gérer l'ensemble de vos variables d'environnement dans ce fichier-là. Ça permet quelque part un peu d'externaliser la compte, qu'elle ne soit pas forcément trop liée au système de script. Et c'est pas plus mal non plus. Indépendamment de ça, c'est toujours une très bonne idée en fait, d'utiliser les variables d'environnement pour gérer sa conf. Pour récupérer les logs, donc j'ai dit que les logs par défaut étaient récupérés. On a quand même une metadata standard output pour gérer le log. Donc par défaut, là j'ai mis à journal, donc ça veut dire qu'elle va aller dans journal D. On a d'autres valeurs en fait. Donc nul, si vous voulez absolument pas récupérer les logs, ça les redirige vers dev nul. Donc ils ont disparu. TTY, donc vous pouvez les rediriger dans un TTY de votre choix. J'ai pas forcément de use case en tête, mais c'est pas trop mal. Donc journal, c'est la valeur qu'on a vue. Syslog, donc si vous utilisez syslog et vous dites moi un format binaire, je veux absolument pas ça pour mes logs, vous pouvez aussi les rediriger sur un syslog. Et après vous pouvez faire des combinaisons d'un peu tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez dire journal plus console, syslog plus console, journal plus syslog, etc., etc. Sachant que c'est pas forcément une bonne idée, parce que dans la plupart des cas, en fait, les logs de syslog vont être redirigés vers journal, donc ils risquent d'apparaître en double. Dernière valeur, en fait, c'est inherit. Ça permet juste de dire récupère la configuration par défaut de la variable standard input. Donc je vais pas trop parler, mais ça veut dire grosso modo, on reste accroché à une console et on récupère les entrées, on affiche les sorties dans la sortie, en fait. Si par exemple vous voulez créer un programme en ligne de commande un peu en mode interactif, vous posez des questions et vous avez la réponse, ça peut être utile. On a exactement la même chose pour la sortie standard d'erreur. Donc c'est pareil. En Java, ça ne va pas forcément des trucs hyper utilisés parce qu'on ne fait pas de system.out ou de system.er.println. On a forcément notre propre système de log. Par contre, pour tout ce qui va être Python, ce qui va être C, ça peut être plus utile.
Donc là, c'est bien, j'ai lancé mon service au démarrage, il démarre bien tout seul, mais il démarre en mode route. Et ça, c'est quand même pas super sécurisé sur un truc de prod et on risque de se faire taper sur les doigts. Donc par défaut, en fait, systemd va nous proposer de choisir automatiquement le user et le groupe pour lequel on veut démarrer le service. Alors ça peut paraître anodin, on le faisait déjà avec l'ancienne version, mais là, comme on a vu qu'en fait on pouvait d'un côté démarrer la socket et de l'autre côté démarrer le service, on va avoir un truc qui va être sympa, c'est que si vous prenez un peu le code d'Apache et que vous avez déjà regardé, Apache il démarre en mode route, il lance sa socket sur le port 80 et après il fait un abandon de privilège. Là, si on imagine démarrer la socket en mode route et lancer le service avec le user spécifié, toute cette problématique qui est extrêmement compliquée à coder soi-même en C, qui est extrêmement source de bugs, elle est automatiquement gérée par votre système d'init. C'est vraiment un avantage. Nous, on n'a pas trop en Java parce qu'on utilise beaucoup des Tomcat, donc on les lance sur des ports supérieurs à 1024 et on laisse la prod se démarrer à faire des redirections proxy. Mais si un jour vous voulez lancer un Tomcat sur le port 80, alors ça ne marchera pas avec Tomcat, mais un Jetty par exemple sur le port 80, ça peut être l'approche à utiliser de découper à la fois d'un côté la socket et de l'autre côté le service. Donc pareil, dans l'optique, parce qu'on a une prod un peu parano, mais toujours plus de sécurité, on peut utiliser chroot. Chroot, grosso modo, ça permet d'avoir un contexte où le programme va considérer que la racine, c'est plus la racine slash, mais ça va être la racine qu'on va lui donner. Donc ça a un impact qu'on voit un petit peu au niveau de la commande exec start, c'est que dans le chroot, forcément, il faut que l'ensemble des commandes qu'on va passer, donc le node et le main.js, ils soient présents. Mais ce qu'on voit, c'est que ça reste un truc qui est extrêmement simple à configurer. En fait, c'est uniquement une clé à rajouter. Alors, comment arrêter mon service? On a vu que je n'ai pas passé d'exec stop, parce que par défaut, en fait, le comportement de systemd, ça va être de se dire, pour mon process, en fait, dans mon contrôle groupe dédié, je prends l'ensemble des PID et je les arrête. Évidemment, ça peut ne pas être le comportement qu'on veut, et dans ce cas, il est possible d'utiliser la variable execStop pour arrêter soi-même le process avec, par exemple, un catena.sh stop. C'est pas forcément, je pense, une bonne pratique d'utiliser son propre process pour arrêter son service. On risque de passer à côté de certaines choses, et l'envoi d'un signal key, c'est toujours, à mon avis, mieux, surtout que dans ce cas-là, en fait, il va être sûr de gérer proprement les processus zombies qu'on aura ou pas générés. On va prendre un exemple simple avec Node.js. Je vais prendre un exemple un tout petit peu plus complexe avec Tomcat. Tomcat, il y a une particularité, c'est qu'il sait lui-même s'auto-forker, en fait. C'est-à-dire se rattacher automatiquement au process 1. Donc à partir de là, en fait, pour que systemd soit capable de manager mon Tomcat, il doit être capable de connaître son PID. Donc pour ça, on peut rajouter la commande PID file qui va nous donner, où on va lui indiquer en fait où le PID va être stocké. Donc les deux différences principales, c'est le type égale forking et le PID file. Après, si on a un Tomcat, on va également dans la variable catena.pid underscore PID lui préciser où c'est pour que lui-même sache où générer son fichier avec le PID donné. Donc il y a plusieurs autres valeurs de type. Donc simple, c'est la valeur par défaut, il n'y a pas besoin de la mettre. Forking, c'est celle qu'on a vue. One shot, c'est un service qu'on va vouloir ne lancer qu'une seule fois. Donc par exemple un batch de migration ou autre. Ce qui se passe ensuite, si on essaye de redémarrer ce service-là, le système va nous dire non, tu as déjà démarré une fois, je l'ai en état, il ne faut pas recommencer. Et après, début notify idle, donc ça parlera peut-être à nos amis de la prod, je ne vais pas trop en parler maintenant, mais ça ressemble beaucoup à Simple en fait. Donc on est à Devoxx, il faut faire un peu de hype quand même. Et donc on va parler un peu de Docker. Et je vais essayer de faire la même chose avec Docker. Donc c'est pareil, on fait un exec start, on passe une commande Docker quelconque que j'ai recopiée honteusement. Et là, donc grosso modo, j'essaie juste de démarrer une busybox qui va m'afficher Hello World à l'infini. Si je démarre ça comme ça, est-ce qu'à votre avis, ça va marcher? Ça va marcher. Par contre, si je l'active au démarrage, si je n'enable mon service, au démarrage, je vais avoir un souci. C'est que pour que ce service-là démarre correctement, je vais avoir besoin que mon service Docker soit bien démarré. Donc, je vais avoir besoin de pouvoir gérer les dépendances, en fait. Alors, les dépendances avec systemd, c'est le point sur lequel il y a peut-être moyen un peu de discuter. Parce que du coup, en fait, ça a l'air lisible. J'ai une faute de typo. Donc, on se retrouve à rajouter donc, after pour dire je veux démarrer mon service après ma socket Docker et require. La différence de sémantique entre les deux, c'est que require va simplement indiquer qu'il y a une dépendance obligatoire et after va lui dire si on doit le démarrer avant ou après. Donc on a 4 principaux mots-clés pour gérer les dépendances. Donc require, ça indique les dépendances obligatoires.
once, ça va indiquer les dépendances qui sont optionnelles. Et before et after, une fois qu'on a indiqué les dépendances, ça va dire si on veut démarrer avant ou après. Donc en faisant le truc anti-intuitif, l'inverse de ce qu'on pense, c'est-à-dire que after, c'est ce qui doit être démarré avant, et before, ce qui doit être démarré après. Et une autre feature sympa du script system control, c'est qu'il va nous permettre automatiquement de savoir les dépendances sur un service. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de regarder le numéro de mon script et de voir où il est organisé par rapport aux autres scripts de la même target. J'ai juste besoin de lui demander liste-moi les dépendances, et automatiquement, il va nous afficher l'ensemble des dépendances du script. Alors, une autre feature qu'on va avoir besoin quand on démarre un conteneur Docker ou quand on le redémarre, c'est qu'il a besoin d'avoir un nom unique. Donc si le nom est déjà présent, en fait, il va planter, Docker va honteusement planter au démarrage en disant le nom busybox1 existe, et du coup, il faut supprimer. Pour ça, on a ce que j'ai appelé des listeners, en fait, autour des services lancés par systemd. Donc on a 3 listeners principaux, en fait, le exec start pre, le exec start post et le exec stop post, qui permettent d'intervenir, en fait, et de lancer des commandes avant le démarrage ou une fois que le système est complètement initialisé. Avec ça, en fait, vous voyez que les petits bouts de code qu'on pouvait glisser à la main en fait, dans les scripts de démarrage, par exemple, supprime-moi mon fichier PID parce que le service ne se supprime pas tout seul, ou alors j'ai besoin de lancer ce script qui va me créer tel ou tel répertoire, on peut le gérer exactement de la même manière, d'une façon, on va dire, plus standardisée avec systemd. Donc là, je rappelle les trois listeners principaux, donc on peut intervenir sur le démarrage et sur l'arrêt du système, sachant que le restart en fait implique l'arrêt et le redémarrage du système, donc va également rappeler ces listeners-là. Le reload, par contre, n'est pas considéré comme un redémarrage ou un arrêt du système en fait, et du coup, ça ne sera pas réappelé derrière. Alors, il y a beaucoup de choses en fait que j'aurais aimé parler avec systemd et que je ne ferai pas, mais il y a quelques pistes en fait pour aller beaucoup plus loin. Donc, je ne voulais pas montrer comment le faire, mais une des bonnes pratiques qui est recommandée par systemd, c'est de démarrer d'un côté la socket et de l'autre côté le service pour vraiment simplifier la gestion des dépendances. En Java, on a une commande qui s'appelle system.inheritedChannel qui va permettre de récupérer la dépendance, la socket que systemd va nous fournir. Pour moi, c'est quelque chose qui existe déjà avec le serveur Jetty en fait. On peut utiliser cette méthode avec Jetty. Tomcat ne l'implémente pas et ne l'implémentera probablement jamais. Mais c'est à mon sens un des apports de systemd de pouvoir vraiment avoir un couplage vraiment très très lâche entre les services. Ce qu'on peut faire après avec systemd, c'est monter un système de fichiers sous forme de unit. Donc on a des avantages, c'est que si par exemple on a un service qui va dépendre d'un système de fichiers, on n'a pas besoin de mettre un coup dans le fstab et un coup dans notre service. On met vraiment la unit montage et la unit de notre service qui va dépendre de ce point de montage-là. Ce qui veut dire que si le service n'est pas démarré ou le service n'est pas appelé, on ne va pas avoir besoin de monter le fichier. Un autre sujet dont j'aurais pu parler, c'est le démarrage à la demande. Si par exemple, pour reprendre mon exemple avec CUPS, donc le service d'impression, est-ce que j'ai besoin toujours de démarrer mon service d'impression à chaque fois que je démarre mon PC? La réponse est non, je démarre la socket et j'attends de recevoir une entrée dans la socket pour ensuite seulement démarrer mon service. Donc quelqu'un qui n'imprime jamais, qui prend soin d'écologie, il va pouvoir avec ça aider à sauver la planète. C'est cool. Je caractérise. Donc démarrer des crons, c'est pareil, systemd a entre guillemets redéfini son système, propre système de timing, de timer. Donc les crons existent encore, vous pouvez installer l'utilitaire, mais systemd fournit également tout un système pour déclarer des crons et déclarer même des dépendances entre crons. Systemd a également réimplémenté son propre système de conteneurs, donc avec un outil qui s'appelle Machine Control, qui va permettre derrière donc, de lancer des conteneurs, donc en se basant à la fois sur les fonctionnalités des cgroupes qu'il utilise par défaut et sur les fonctionnalités des namespaces, donc tout ce qui est PID, net, etc., pour pouvoir avoir une isolation encore plus poussée entre les différents services. Alors pour aller plus loin, il y a un truc qu'on ne pourra jamais reprocher à systemd, c'est la documentation. L'ensemble des pages, des fonctionnalités de systemd sont extrêmement bien documentées dans les man. Si vous prenez n'importe quelle man de systemd, vous aurez vraiment une explication en détail de comment ça fonctionne, pourquoi ça a été fait et quelles sont l'ensemble des options qui sont disponibles avec des exemples assez détaillés. C'est vraiment pour moi un gage de qualité du projet, c'est sa documentation. Derrière, je vous ai mis un pointeur également vers le blog de Lennart, donc il explique un petit peu pourquoi il a pensé systemd, pourquoi il l'a conçu et comment il compte le faire encore évoluer par la suite. Et le dernier, c'est le site web qui héberge le systemd, du coup avec l'ensemble de la documentation et l'ensemble des services qui sont portés autour. Donc pour résumer,
on a avec systemd en fait une manière extrêmement propre de gérer à la fois l'ensemble des process et à la fois l'ensemble de tout ce qui est cycle de vie de notre, entre guillemets, de notre environnement. On va pouvoir facilement configurer des process, configurer des timers, mettre des dépendances entre timers, découpler les responsabilités entre les services et avoir vraiment un usage très propre de cela. C'est un sujet qui a fait polémique. Alors juste pour anecdote, un des principaux reproches qu'on reproche à systemd, c'est d'être devenu un peu un mastodonte. Notamment, donc, le code source de début, ça a été embarqué, le code source de UDEV a été embarqué dans systemd. Il a tendance à grossir. Après, ils ont essayé de le faire de manière, entre guillemets, plus ou moins intelligente, sous forme de services séparés. Donc certes, systemd fait beaucoup de choses, mais systemd fait des choses dans des services séparés, et tout n'est pas lié au process d'init. Donc ce qui permet, par exemple, si système de log tombe, ça ne va pas faire tomber complètement l'appli, ça va juste attendre, la socket va juste attendre que le système remonte, que le système de log remonte, et reloguer les lances. Le système d'init 1 sera toujours actif, et derrière, vous n'aurez pas de kernel panique. Du coup, pour conclure, je dirais juste que j'étais un peu rapide, désolé. Je parle vite. Pour moi, systemd, c'est une bonne occasion, entre guillemets, d'avoir un langage simple et commun pour faire communiquer les devs et les ops. Nous, quand on est dev, quelque part, notre appli, notre objectif, c'est qu'elle passe en prod. Et pouvoir utiliser des fonctions qui sont fournies par l'environnement prod pour déployer nos applis, c'est pour moi une bonne manière d'aider à communiquer avec les ops. Si par exemple vous avez besoin de lancer un batch régulier, ne pensez pas tout de suite, attends, je vais mettre un quart, je vais stocker la conf en base de données. Allez voir votre ops et demandez-lui s'il n'y a pas moyen de faire plus simple ensemble. C'est exactement la même manière pour gestion des dépendances et pour beaucoup d'autres choses. Je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ouais. Il y a des micros. Vas-y, pose la question, je vais répéter. Pardon ? C'est-à-dire ? Ah, les dépenses optionnelles, excuse-moi. Si par exemple, avec le dernier use case que j'en ai besoin, tu installes un cluster basé sur Mesos. Mesos, donc, c'est un outil qui peut à la fois lancer du Docker ou lancer des choses normales. Si tu as besoin, par exemple, de lancer du Docker, tu vas déclarer Docker en dépendance optionnelle, mais si tu n'en as pas besoin, tu ne vas pas vouloir installer ton Docker sur ta machine. Donc, ça permet de dire à un service d'assez haut niveau, si j'ai une dépendance, je sais gérer le cas où elle est là et je sais gérer le cas où elle n'est pas là. Les environnements de bureau, par exemple, comme GNOME et KDE, s'en servent énormément pour tout ce qui est gestion d'expression utilisateur, etc. en fait. Oui. Il va rien faire. Il va attendre, enfin, il ne saura pas quoi faire, donc il ne va pas gérer le cas. Mais il ne te mettra pas d'erreur, en fait. Il va quand même démarrer normalement. Oui, la question, c'était qu'est-ce qui se passe si on déclare une dépendance en require, mais qu'on ne met pas le before ou le after? Et du coup, la réponse, c'est il faut mettre les deux parce qu'il ne sait pas gérer. C'est un peu le reproche que je fais à systemd dans le niveau gestion de dépendance, c'est que tu as deux balises, alors que je pense qu'une combinaison des deux aurait peut-être été plus simple pour déclarer explicitement ce qu'il faut faire. Oui. Comment ça se passe si je veux lancer un processus plusieurs fois, à part le sync plusieurs fois le fichier? C'est-à-dire lancer... Franchement, ça donne un node par machine user, je lance cette node X1, par cœur, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs manières de faire. Tu peux faire un service par instance de node que tu veux lancer, donc un mode cluster. La deuxième manière de faire, c'est que j'en ai pas parlé, mais tu as un système de templating en fait dans systemd qui est utilisé par exemple pour gérer les TTY et les consoles virtuelles. Donc les consoles virtuelles, tu en as 6 par défaut en fait, mais tu as un seul fichier template. Et donc tu peux, en rajoutant un arrobasque dans le fichier, lui faire passer un attribut. Donc dans le cas de ton exemple avec Node, ce sera peut-être le numéro du port que tu pourras passer en attribut en fait, et derrière passer en attribut à Node. Mais tu as un système de templating qui permet de faire ça sans dupliquer de code. Tu peux faire des symlinks aussi, ouais. Surtout que si tu laisses Node, en fait, si tu laisses systemd générer ta socket, en fait, tu n'auras même pas de conflit de port, en fait. Tu auras juste besoin de récupérer le port pour ton HAProxy en frontal ou autre. Oui. Alors, petite question, à partir du moment où la socket est découpée du service, qu'est-ce qui se passe au niveau des dépendances si j'ai un service A dont la socket est initialisée
le service B a besoin du service A, mais au final, le service A crache. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe en fait si un service a une dépendance vers une socket, que la socket est bien initialisée, mais que le service dont la socket dépend n'est pas initialisé. La socket en fait va recevoir les messages, va les mettre en attente et attendre que le service soit up pour les traiter. Donc si ton service n'est jamais démarré, tu as la réponse, je pense. C'est pas génial. Après, si tu as kernel Linux, en fait, tu as des options pour gérer ça, éviter que ça te fasse crasher, mais il faut mieux que tu aies quelqu'un qui redémarre la machine dans ce cas-là. Ouais. D'autres questions? Merci à tous d'avoir assisté à cette... Oui, sinon vous savez où me trouver. Avec plaisir. Merci, chef. C'est bien passé. J'étais un peu rapide du coup. Une partie du temps dehors à bloquer la porte. Bon, après, apparemment, c'est pas critique s'il y a quelques passements. C'était beaucoup plus long.